Rebonjour à tout le monde. J'ai commencé à parler et à présenter l'animation alors que je n'avais pas de micro, c'est un petit aléa technique. Alors, j'ai commencé par vous dire que nous étions ensemble pour une quarantaine de minutes en lien avec les métiers du développement durable. Par rapport à cela, je vois que vous êtes nombreux, donc sachez tout de même qu'il y a le chat. Vous pourrez poser toutes vos questions et qui seront relayées, bien entendu, qui trouveront des réponses auprès de nos différents interlocuteurs présents cet après-midi, notamment Bruno Meunier, Benoît Baudard, Clotilde Berg et Anne-Laure Prespe, qui seront les intervenants sur ces métiers, sur les secteurs également. Donc, soyez les bienvenus. Nous sommes partis pour 40 minutes. Nous allons commencer, bien entendu, avec les métiers, le secteur des métiers du développement durable. Mais avant toute chose, je ne sais pas s'il y a tous les intervenants en ligne. Ils se présenteront au fur et à mesure qu'ils viendront témoigner ou répondre à vos questions. D'ores et déjà, est-ce qu'il y a des questions? C'est ça aussi qui me taraude. N'hésitez surtout pas, on reste hyper actif. Alors, pour commencer, nous allons commencer avec le secteur du développement durable. Par rapport à cela, je vais vous faire une petite introduction et ensuite les participants intervenants pourront prendre la main. Alors, très rapidement, je ne vais pas non plus faire un roman, hein, c'est juste pour pouvoir présenter. Alors, dans le cadre de la transition énergétique du pacte écologique, le développement durable et les énergies renouvelables, aujourd'hui en tout cas, font partie intégrante de l'organisation des systèmes, qu'ils soient économiques ou sociaux. La filière des énergies vertes ou des énergies verdissantes ou des métiers verdissants connaît en France, ou même voire en Europe actuellement, et même il y a près d'une vingtaine d'années, pardon, c'est ma chef qui m'a emmené une vingtaine d'années, ces métiers ont un bel essor en France et voire même en Europe. La région Nouvelle-Aquitaine, sachez quand même qu'elle est relativement bien positionnée sur ces secteurs avec des entreprises qui sont extrêmement performantes et exportatrices de savoir-faire dans différents domaines, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit dans l'énergie éolienne ou encore dans le domaine de la biomasse. Outre les secteurs que j'ai cités, les secteurs de l'agriculture, de l'industrie aéronautique et spatiale, du bâtiment, de l'automobile, du numérique, du tertiaire, du tourisme et de nombreux autres ont pleinement pris conscience de l'intégration des aspects écologiques dans les modes de production et de consommation. Que ce soit dans les métiers d'hier, qui sont aussi des métiers d'aujourd'hui et de demain, ou les métiers à proprement parler de demain, les notions de gestion de ressources restent une priorité incontournable du développement durable. Voilà ce que je pouvais vous dire pour introduire. Nous aborderons différents aspects qui seront succincts, bien entendu, puisque compte tenu du temps qui nous est imparti, on ne pourra avoir qu'une information de premier niveau, bien entendu, qui trouvera écho auprès de nos services, dont je vous préciserai les coordonnées, qui pourront approfondir des éléments de réponse liés à vos questionnements. Donc, les secteurs, nous aborderons les différents secteurs des intervenants, métiers et secteurs qui seront abordés. Nous aborderons aussi les aspects techniques pour certains de ces métiers, aussi le lien avec le développement durable, l'accès à ces métiers, quelles sont les formations, par exemple, les parcours ou voire même les passerelles entre métiers, les différents canaux de recrutement dont l'alternance, les perspectives et débouchés et éventuellement l'évolution de ces secteurs et de ces métiers. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, du coup, on va commencer avec les différents intervenants qui sont présents. Nous avons Benoît Baudard, qui est actuellement présent sur scène, qui va pouvoir échanger avec vous et vous présenter son secteur d'activité et les différents métiers et toutes les possibilités et perspectives qu'on pourra trouver dans son témoignage. Bonjour à tous, donc je me présente, Benoît Baudard. Je suis responsable de l'agence Sud-Ouest chez Ortec Général de Dépollution. Donc, Ortec Général de Dépollution, c'est une société de travaux de dépollution. On intervient principalement soit sur des sites industriels sur lesquels des incidents ont eu lieu et des problématiques de pollution sont à résoudre,
ou sur d'anciennes friches industrielles ou anciens terrains industriels reconvertis principalement en habitation, donc en zone urbaine. Donc, dans ce cadre-là, pour le développement durable, une grosse partie de notre travail consiste à gérer et à valoriser les déblais issus des opérations de terrassement. Donc, pour ce faire, bien sûr, tous ces déblais ont une certaine valeur environnementale, puisqu'on essaye de les valoriser au maximum. On traite ces déblais sur des plateformes internes ou externes. Donc, on va venir apporter plusieurs types de dépollution, des dépollutions par voie biologique principalement, je suis un peu embêté là, pour permettre derrière de revaloriser ces matériaux-là, soit en couche routière, soit en complément justement dans la construction pour apporter des matériaux alternatifs. Donc voilà, pour faire une présentation rapide de ce qu'on peut faire. Et après, on a justement, quand je disais des sites industriels, c'est qu'on essaye de revaloriser leur foncier. Donc là, on fait plutôt des dépollutions sur site, soit les mêmes techniques de dépollution, soit des techniques qu'on appelle in situ. Donc, on a plusieurs systèmes avec des unités de pompage, de traitement d'effluents gazeux qui seraient pollués, qui auraient pollué les sols. Donc, on vient traiter tout ça pour revaloriser derrière le foncier appartenant aux industriels. Et on le revalorise. En général, comme on n'arrive pas à atteindre un seuil naturel dont le site était présenté ces caractéristiques-là au départ, on va venir apporter par exemple des projets de photovoltaïque dessus pour réussir à valoriser du foncier dégradé et au lieu d'aller aménager des solutions de panneaux photovoltaïques sur des sites naturels, vierges, etc., on revalorise du passif industriel pollué de cette manière-là. Votre coupeau. Micro coupé. On est vraiment dans le cas de la valorisation des déchets. Des déchets ou des blés de terrassement pollués pour éviter d'aller récupérer des matériaux dans des gravières, éviter d'aller favoriser l'extraction de cailloux dans des zones montagneuses, etc. Donc, on est vraiment sur de la valorisation de déblais à proximité et limiter également aussi le transport au maximum. Et pour continuer dans le développement de notre métier, c'est un métier relativement jeune, ça existe depuis une quinzaine ou vingtaine d'années quand même maintenant, mais il y a beaucoup de choses qui évoluent et on essaye de faire évoluer la réglementation pour aller vraiment dans de la valorisation optimale. Disons qu'avant, notre métier consistait à dépolluer un site sans forcément regarder ce qu'on allait faire des déchets qu'on sortait des terres polluées. Maintenant, on essaye vraiment de dépolluer en se disant qu'est-ce qu'on va faire des terres polluées, on va éviter de leur faire traverser toute la France, puisque c'est ce qui arrivait avant pour aller dans des filières de traitement qui existaient. Maintenant, on essaye vraiment de prendre l'ensemble des acteurs du début du terrassement jusqu'à la fin et on veille à réutiliser les matériaux vraiment en matériaux alternatifs ou vraiment revaloriser le foncier sans générer un bilan carbone qui soit plus néfaste que ce qu'il l'était sans faire de travaux de dépollution. Votre métier, il est relativement technique et très, très complexe. Quels sont, dans cette filière, les différents métiers qu'on peut trouver? Donc, on a des métiers, on va dire, sur le terrain de techniciens ou de chefs de chantier. On va faire la différence entre des techniciens qui doivent avoir un certain goût, un attrait pour être à l'extérieur, un goût du milieu, puisqu'on va devoir aller faire des prélèvements d'eau, des prélèvements d'air, des prélèvements de sol. À côté de ça, on a des chargés d'affaires qui vont travailler en relation étroite avec les chefs de chantier et les techniciens pour interpréter tous ces résultats-là et dessiner le devenir des actions qu'on va mener. Donc, il y a toujours quand même une relation étroite entre le terrain, le bureau, donc entre chefs de chantier, on n'est pas isolé. Les chefs de chantier et les techniciens sont toujours en relation avec les chargés d'affaires. Et en plus de ça, je dirais que les techniciens, donc je vais te parler des prélèvements, mais c'est pas que ça. Il y a aussi pour tous les chantiers de dépollution hors site, on va dire, on a du personnel qui possède des cassettes, puisque quand on fait du terrassement, on a besoin de personnel qui puisse conduire des pelles mécaniques, principalement ces pelles mécaniques chargeuses, on va dire. Donc, on a des techniciens qui ont ces formations-là. On a des techniciens qui ont des formations plus électromécaniques, puisque dans tous nos systèmes de dépollution qu'on appelle in situ, nous allons avoir besoin de personnes compétentes pour régler toutes les installations, régler toutes les pompes, régler tous les extracteurs d'air, savoir interpréter des pertes de charge, que ce soit bien sur des fluides, sur de l'air, sur de l'eau, puisqu'on a des pompes, des extractions d'air, etc. Donc, c'est un métier très varié où on a beaucoup de besoins sur les chantiers et puis avoir une
curiosité, enfin, les personnes doivent être intéressées par ce qu'elles font, et c'est quand même un métier motivant puisqu'il faut comprendre ce qu'on fait pour pouvoir faire remonter les informations, et puis pour que les autres personnes puissent, on va dire, ingénieurs de travaux, ingénieurs d'affaires, donc là c'est plutôt des personnes qui s'orientent vers les profils Bac+3, Bac+5, avec des connaissances en hydrogéologie, en calcul de terrassement, etc., pour pouvoir derrière dimensionner et chiffrer tous les travaux de dépollution qu'on peut mener. D'accord. Donc, ça veut aussi dire… Alors, j'ai entendu ingénieur, technicien de bac à Bac+5, chargé d'études, chargé d'affaires et autres. Est-ce que dans ces secteurs-là, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, pour les jeunes et les personnes qui nous écoutent, quels sont les moyens pour accéder à ces métiers, au-delà de la formation, bien sûr. Les moyens pour accéder à ces métiers-là, c'est nous, en général, il y a très peu d'écoles qui forment au métier de la dépollution. Donc, nous, habituellement, on aime bien accueillir des stagiaires. On accueille des stagiaires dans nos agences, donc que ce soit sur toutes les agences nationales, donc pour le Sud-Ouest, surtout, on va dire Bordeaux et Pau en ce moment. Des stagiaires du bac, Bac+3, Bac+5 pour les former à notre métier puisqu'ils arrivent de l'école avec certaines bases, certaines connaissances techniques et nous, on les accompagne chez Ortec. On a développé des formations spécifiques au métier justement puisqu'on n'arrive pas à trouver ça dans les écoles et donc en général, c'est des personnes qui sont embauchées chez nous qui sont formées ensuite à la spécificité de nos métiers et notre façon de faire. D'accord, donc sur la dépollution, sur le traitement des blés, etc. Et l'analyse et les études. Voilà, tout à fait. D'accord. En termes de précision, est-ce que vous, en termes de perspective, à savoir, ces participants, bien entendu, ils sont stagiaires ou ils sont en alternance, ils sont dans votre entreprise, est-ce qu'ils ont derrière des débouchés? Alors là, si vous voulez, on peut parler de moi personnellement 2 minutes, mais j'ai commencé technicien, je ne connaissais pas le métier de la dépollution. J'ai commencé technicien, ce qui est intéressant, en menant bien les affaires, on évolue à des perspectives. Je suis passé ensuite par le rôle de chargé d'affaires, de chef de projet, chef de secteur et maintenant je suis responsable d'agence. Donc il y a vraiment des opportunités, il y a vraiment des opportunités, oui, pour se développer. Après, je peux parler 2 minutes d'Ortec. Ortec, c'est quand même un groupe indépendant où on a une vision entrepreneuriale, où on n'est pas bloqué par des financiers. Et donc, si on a des projets intéressants sur lesquels on pense qu'il y aura un débouché, qu'on va pouvoir évoluer là-dedans, on a toute notre direction et des moyens financiers qui nous permettent d'aller vite. Donc, quand je dis ça, c'est que derrière, actuellement, à la dépollution, on n'en est qu'à la moitié du chemin. Je pense vraiment que tout ce qui est valorisation de déblais, on n'en est qu'au début. Donc, je pense vraiment que notre métier va continuer à se développer et on le voit bien dans l'air du temps, de plus en plus, les gros industriels, donneurs d'ordre, cherchent vraiment à faire les travaux avec la conformité et ça commence vraiment même dans toutes les façons de faire. On regarde vraiment le bilan carbone général et donc je pense qu'il y aura beaucoup de nouvelles solutions de valorisation de polluants qui vont émerger et donc les évolutions, elles sont très importantes et à tout niveau, on peut rentrer technicien, finir ingénieur d'affaires. On peut commencer ingénieur d'affaires, partir sur d'autres projets, mais il y a beaucoup de choses. Et dans nos métiers, on peut commencer sur du technique et finir dans des profils plus digital. Là, c'est sur une application. Par exemple, on a eu une personne embauchée chez nous qui était chef de projet, vraiment, donc à faire des travaux de dépollution, à développer des applications, une application Gaia qui nous permet de gérer les déblais de chantier, d'avoir une gestion digitale de ces déblais de chantier, puisqu'on a des tablettes qui nous permettent de savoir où vont les terres, comment on les gère, etc. Et donc, elle, maintenant, s'occupe sur une partie qui est la digitalisation de notre métier. Donc, on a un métier de base, la dépollution, et on essaye d'y greffer tous les nouveaux métiers aussi autour. Donc, c'est un métier qui a de l'avenir et qui, en plus, se modernise par le biais du numérique. Tout à fait. Alors, en termes de perspectives et de débouchés, il y en a quand même un certain nombre, selon ce que vous avez dit. Je ne sais pas si en ligne, nous avons des questions pour l'instant portant là-dessus, sur les débouchés ou les métiers. Alors, qu'est-ce que vous pourrez nous dire en termes de précision concernant votre métier et sa visibilité, son avenir en Nouvelle-Aquitaine, pour les jeunes qui nous écoutent, pour savoir
Le développement en Nouvelle-Aquitaine, il y en a beaucoup, puisque, pour l'instant, il y a trois grosses régions qui sont porteuses de projets de dépollution. On a tout le bassin de lac où je suis implanté, où on a encore de nombreuses années, avec tout le passif industriel, de nombreux chantiers de dépollution à mener. À mon avis, on en a au moins jusqu'en 2030 si on veut faire les choses correctement. On a, même si autour de Bordeaux, la pression immobilière, il y a eu le gros peut-être qui est passé, mais il y a encore beaucoup de projets en cours et presque tous les projets immobiliers maintenant sont confrontés à des problématiques de pollution, puisque pour comprendre, un promoteur industriel, un promoteur immobilier se tourne tout d'abord vers des terrains non pollués, puisqu'il n'a pas la problématique de pollution à gérer, donc pour lui des rentabilités plus fortes. Et à l'heure actuelle, tout qui reste autour de Bordeaux, à force de s'étendre, on tombe systématiquement dans des terrains pollués. Donc, il y a beaucoup de chantiers à venir encore sur la région bordelaise. Idem sur la région Bayonne, Biarritz, etc. De plus en plus aussi de sujets immobiliers. Donc, voilà, pour nous, en tout cas, on n'est pas inquiets. Si on a eu des inquiétudes avec la crise de cette année, les chiffres nous montrent que l'activité est toujours là, on recrute toujours du monde. Donc, on espère un avenir encore prometteur dans notre domaine d'activité. Parfait. Merci beaucoup pour tous ces éléments d'information. Pour l'instant, je n'ai pas de questions spécifiques, mis à part le fait qu'on a parlé des métiers et des formations qui pourraient en découler. Voilà, je regarde si on a des questions. Pour l'instant, nous n'en avons pas de questions vous concernant, mais si nous en avons, nous ne manquerons pas de revenir vers vous. En tout cas, merci pour le témoignage. Alors, nous allons passer à M. Bruno Meunier. Je vais le laisser se présenter. Alors, n'hésitez pas à poser pendant que les intervenants parlent vos questions, car ils sont à votre disposition. Bonjour Bruno. Bonjour à tous et à toutes. Donc Bruno Meunier, je dirige l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture Antenne Girondine. Nous sommes un réseau de 70 structures en France. Notre métier, c'est l'appui technique et l'appui conseil auprès des entreprises exploitants agricoles qui souhaitent recruter et qui souhaitent embaucher du personnel. Et le pourquoi de ma présence ici aujourd'hui, vous allez me dire, bon, l'agriculture, oui, pollution, oui, traitement des déchets, oui, environnement, oui, respect, bonne pratique, nourriture, très bien. De par notre activité, on est en lien, on est constamment en contact avec des entreprises et on voit l'évolution en termes de pratiques professionnelles et en termes de demandes. Et aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années, on voit que de plus en plus dans les recrutements, dans les postes de travail qui s'ouvrent, dans les perspectives d'emploi qui sont ouvertes aux candidats et aux candidates, on voit que de plus en plus la pression avec un grand P de l'environnement avec un grand E est présente. À chaque fois, on voit bien que aujourd'hui, par exemple, pour conduire un tracteur en agriculture et pour utiliser des produits de traitement qui soient en bio ou qui soient en chimique, il faut absolument avoir une certification pour pouvoir les utiliser. Pourquoi ? Pour pouvoir encadrer l'utilisation de ce type de produit et pas faire tout et n'importe quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une personne qui n'a pas l'habilitation, elle n'approche pas à moins de 150 mètres d'un sac de produits phytosanitaires, qu'ils soient classiques ou en bio. On a intégré différentes techniques, différentes activités qui font qu'aujourd'hui, Monsieur Baudard a parlé de traitement de déchets. En agriculture, la loi nous a astreint, par exemple en viticulture, soit individuellement, soit collectivement, à créer des stations d'épuration pour le retraitement des effluents viticoles. Donc, il a fallu que les viticulteurs, les producteurs intègrent des pratiques environnementales de retraitement des déchets en amont des gros systèmes opérationnels, comme on peut trouver sur la périphérie de Bordeaux et de La Rochelle, par exemple, où on a des grosses structures d'appui, qu'on ne va pas citer aujourd'hui, mais qui sont présentes et qui gèrent justement les boues qui sont issus des activités agricoles. Donc, on a été obligé à un moment donné, de par la loi, de par la volonté aussi des uns et des autres, dans mes connaissances, dans mes relations, j'ai des viticulteurs et des agriculteurs pour lesquels le bio n'est pas forcément une conscience en tant que tel, mais plus un état de fait, dans le sens où la première fois que le vendeur de produits phytosanitaires est venu les voir sur la propriété, il a fait un essai, toute la famille a été malade comme des chiens,
et ils ont décidé de jamais les utiliser. Ils n'ont jamais été en bio, ils ont simplement été dans une logique de bonne pratique et d'utilisation. Donc automatiquement, ce système fait qu'aujourd'hui, l'agriculture en tant que telle essaye, je dis bien qu'elle essaye, je ne dis pas qu'elle y arrive tout le temps, hein, elle essaye d'intégrer justement des pratiques, des techniques, des fonctionnements. Il y a une question, on va y répondre après. Oui, on va y répondre après. Je ne sais plus où j'en étais. Je vais répondre à la question, ça me permettra peut-être de reprendre mon souffle. La question c'est, il y a 2 écoles en Gironde, y a-t-il d'autres en France? En France. Des écoles de quoi? En quoi l'agriculture bio est-elle différente de l'agriculture raisonnée? Elle est différente dans le sens où c'est pas exactement les mêmes produits qui sont utilisés. La logique est complètement, elle est pas différente, mais la logique de production n'est pas la même. Une agriculture raisonnée va utiliser des produits issus de l'industrie chimique. Donc, ce sont des produits qu'on va rajouter dans le sol ou qu'on va rajouter dans l'air pour qu'ils puissent rentrer directement en contact avec les plantes. Et donc, de fait, on va raisonner les traitements. C'est pour ça qu'on l'appelle raisonner. On va raisonner les traitements de telle façon qu'on va essayer d'utiliser le moins possible les produits phytosanitaires chimiques. L'agriculture biologique, elle, va utiliser des produits qui sont naturels. Elle va utiliser ce que mes grands-parents utilisaient, ils appelaient ça le purin naturel, le purin d'ortie. On prend des orties, on les met dans l'eau, on les laisse pourrir et se développer, et à un moment donné, la partie acide de l'ortie se dégage dans l'eau, ça fait une espèce d'infusion magique qui sent énormément et qui rappelle beaucoup le purin et l'odeur du pipi qu'on trouve en périphérie des élevages de vaches ou de cochons. Et cet outil-là, ce purin, on va l'utiliser pour traiter la vigne, par exemple, pour lui enlever une partie de ses parasites, puisque c'est un produit qui est naturellement acide, mais qui est logique à utiliser. Automatiquement, on est dans cette logique-là. On utilise des produits naturels. Alors, attention, je l'ai vu encore à midi, j'ai pris le temps de déjeuner avec mon fils. Alors, on s'est fait livrer des produits gastronomiques de chez Burger King et j'ai pris comme boisson une citronnade bio. Je me suis dit très bien, avec une quantité de sucre, j'ai fait péter les plafonds. J'ai mon diabète aujourd'hui qui saute au plafond. J'étais à 25 grammes de sucre par demi-litre. Donc, c'est pas parce que c'est bio que forcément c'est bon. Attention, ne nous égarons pas. D'accord, c'était l'intervention juste avant. Oui, il y a un véritable essor du bio en France et en région Nouvelle-Aquitaine. La région Nouvelle-Aquitaine est la région qui investit le plus dans les surfaces agricoles en bio. On est passé d'une moyenne nationale qui est de 5% à une moyenne régionale qui avoisine les 10%. On est pratiquement à 5 points au-dessus, on a doublé. Et constamment, on installe des agriculteurs, des éleveurs, des maraîchers, producteurs de légumes, des producteurs de fruits, des viticulteurs, des producteurs d'escargots, qui sont dans une logique justement de bio, voire même de biodynamie. Alors pour les spécialistes, la biodynamie, c'est qu'on va cultiver en respectant le rythme circassien de la nature. En fait, on suit la Lune. Donc on va plutôt travailler pour une partie, ce qu'on appelle la sève montante, quand la Lune naturellement fait remonter les fluides. On sait très bien que nous qui sommes des océaniques sur la façade atlantique, on a ce qu'on appelle la marée qui arrive une fois dans la journée à l'aller et une fois dans la journée au retour et qui vient nous impacter sur Bordeaux et bien au-delà, puisqu'on ressent le flux de la marée jusqu'à Bergerac. C'est la Lune qui, à un moment donné, influe sur la marée, elle influe sur nos corps, elle influe sur la nature. Voilà, sans forcément rentrer dans les détails. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, avec l'arrêt de l'utilisation de certains pesticides, ou tout du moins la volonté marquée des pouvoirs publics de les limiter, alors c'est toujours pareil, aujourd'hui on est confiné, mais on a l'autorisation de se donner des dérogations pour sortir. Donc c'est une spécialité de l'État, c'est qu'on s'autorise à déroger. On a des dérogations. Peut-on être assuré que les produits bio ne sont pas pratiqués? C'est une bonne question. Eh bien non, on peut pas. La seule chose à faire, c'est de bien lire les notices et de vérifier que dans un coin, on a la norme NF. C'est la seule norme aujourd'hui dont on peut être sûr, puisque la norme NF a un cahier des charges qui est bien plus drastique que toutes les normes qu'on peut trouver, y compris la norme européenne. Voilà, j'ai répondu à la question et j'ai perdu le sens où j'en étais.
de ma discussion à moi-même. Voilà, je me suis perdu, mais ça m'arrive souvent. Alors, la question qui était posée sur les différentes écoles, c'était en lien avec l'intervention de Benoît. Oui. Et donc, la personne voulait savoir si, visiblement, il y a 2 écoles en Gironde, y en a-t-il d'autres en France? C'était ça la question. Alors, même les écoles en Gironde, je ne les connais pas personnellement, puisque, comme je disais, on n'a pas d'école particulière. Donc, si vous les avez, dites-le moi, comme ça je saurai desquels il s'agit. Je sais juste qu'il y a des modules dans plusieurs formations où on parle d'hydrogéologie, où on vient parler un petit peu de techniques de dépollution. Il y a des écoles, mais plus des bac plus 3, bac plus 5, où on commence à en discuter. Il y a l'école de Pau, je sais que la fac de Pau en fait. Autour de la Gironde, j'ai pas les noms précis. À l'INSA, il y en a. L'INAB Dornon, qui est spécialisée qui est une école agricole, c'est pour ça que je la connais, qui est une école agricole, l'ISNAB, qui est spécialisée effectivement, qui a une spécialité qui tourne autour de l'eau avec le bac plus 2, le BTSA Gémeaux, gestion et maîtrise de l'eau, dans lesquels justement on a un premier niveau de retraitement des effluents liquides, entre guillemets. Les BTS Gémeaux, c'est souvent, on reçoit souvent des profils BTS Gémeaux, c'est un peu à la limite, mais effectivement, ils sont toujours en lycée agricole, mais on a souvent des candidatures de personnes qui ont des BTS Gémeaux. Alors, question. Nous sommes en bac pro commerce. En quoi le développement durable peut-il impacter nos choix futurs? Alors, pour cette question, elle trouve du sens dans la mesure où l'intérêt, vous remarquerez que c'est incontournable, la notion de développement durable, dans quel que soit le secteur d'activité. Donc, ça veut dire que ce sont des normes aussi qui seront à prendre en compte lors des candidats, lors des positionnements sur certains postes. Il faudra vraiment repréciser avec les spécificités de la fiche de poste qui est attendue. Bien entendu, dans le secteur du commerce, c'est certainement la méthodologie de consommation et de production aussi qui suit les normes du développement durable et en gros. Mais je ne sais pas si les intervenants, sans doute, auront des informations précises à apporter. C'est difficile de répondre à tout, mais je pense, moi, en tout cas, que le développement durable pour même un bac pro commerce, effectivement, enfin, si je comprends bien le sens de la phrase, ça y est dans tous les domaines. Faire du commerce, déjà, au lieu de prendre sa voiture, peut-être tous les jours, dans le commerce, peut-être que vous aurez un impact à faire des rendez-vous en visio, même si c'est pas tout à fait la même chose. Derrière, dans les achats, dans le bâtiment, par exemple, il y a quand même beaucoup de normes qui sont mises en place pour aller justement dans cette logique de développement durable, que ce soit dans la construction par de l'isolation ou autre, dans la gestion de déchets, puisque la Fédération française du bâtiment fait en sorte de surveiller aussi tous ces domaines-là. Dans l'agriculture, du développement durable, il y en a énormément aussi. On entend de tout, n'importe quoi, mais je dis ça parce que je suis aussi fils d'agriculteur. Donc, dans le secteur automobile également. Dans tout le secteur, effectivement, il y a besoin de parler de développement durable pour donner un sens. Je pense que plus on avance dans la vie, plus des choix sont dictés par un achat de consommation qui soit en relation avec quelque chose de durable en termes de développement. Donc, dans le secteur de l'immobilier. Aujourd'hui, quand on fait ses courses, basiquement, vous voulez acheter un téléviseur, vous voulez acheter un frigo, vous voulez acheter n'importe quoi, vous avez toujours dans le prix indiqué un pourcentage qui correspond au retraitement de l'engin, du produit que vous achetez. Cet impact-là, vous payez une quote-part qui va vous permettre de réintégrer ou qui va permettre à la filière de pouvoir gérer le produit quand il sera en fin de vie, de pouvoir le renouveler, de pouvoir le récupérer, de pouvoir le remasteriser, de pouvoir le dépolluer si nécessité. Aujourd'hui, à prix égal entre deux produits, le consommateur peut décider non pas forcément de prendre le plus joli visuellement parlant, mais celui qui va montrer une filière de retraitement, de recyclage, de dépollution la plus intéressante. Moi, aujourd'hui, par exemple, c'est à titre purement consommateur, il y a une chose qui me défrise. Et bon, vous me voyez, hein, pour me défriser, il y a du boulot. Hein. Je bois du café. Je bois du café, comme beaucoup d'entre nous. J'ai acheté une machine à café dont les produits sont vantés par notre ami Georges C. Et aujourd'hui, je me suis aperçu, quand j'ai voulu recycler mes capsules,
qu'il n'y a pas de système de recyclage de ces capsules en alu en France. Donc, je suis obligé de les faire recycler en utilisant la filière qui existe et l'usine la plus proche, elle est à Hambourg. Donc, mes petites capsules qui partent de chez moi, de mon bureau à Mérignac, qui vont être dépolluées, elles ont un bilan carbone qui, excusez-moi de le dire, il correspond à il y a 5 ou 10 ans quand on achetait du lait bio qui arrivait directement d'Autriche. On a un bilan carbone qui est à chier, excusez-moi l'expression, mais il n'y a pas d'autre terme. On se retrouve dans une logique où aujourd'hui, en tant que consommateur, je me dis si j'avais su que la filière de retraitement n'existe pas en France, peut-être que je n'aurais pas acheté cette machine à café, parce qu'aujourd'hui, je me retrouve au bureau parce que je ne veux pas les jeter, parce que je ne veux pas qu'elles soient enfouies, avec l'équivalent de 60 kilos de capsules en alu, dont je ne sais pas quoi faire, parce que malheureusement, je n'ai pas le temps de les amener avec ma voiture jusqu'au centre-ville de Bordeaux à Gambetta, au magasin Georges Clooney. Heureusement, j'ai appris fortuitement hier, en lisant lisez Sud-Ouest, que la déchetterie de Tresse avait ouvert une section retraitement des capsules alu pour le café. Donc maintenant, j'ai une solution. Mais il y a encore 2 jours, je n'avais pas de solution. Ce qui fait que, par rapport à votre question, l'impact, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, la question qu'on va se poser, c'est que est-ce que mon achat, il a un intérêt commercialement parlant, il a un intérêt humainement parlant, il a un intérêt au niveau de l'environnement pour la planète. Et à la limite, le distinguo, il va se faire là-dessus, ce qui fait que vous, en bac pro commerce, vous allez vous retrouver en première ligne vis-à-vis du consommateur, vis-à-vis du client, vis-à-vis du fournisseur. Alors, en bac pro commerce, pour compléter bien entendu les réponses qui ont été apportées, il y a des secteurs bien spécifiques quand même qui sont précurseurs en la matière. Si on prend le cas de l'automobile, bien entendu, avec les véhicules connectés ou autres, et pour les étudiants qui seront aussi dans le domaine de l'habillement, vous avez remarqué là qu'on est sur du recyclage, on est sur du retraitement de matériaux, et également pour le secteur de l'immobilier, lorsqu'on va vendre une maison ou louer une maison, maintenant il y a tous les aspects de la maison connectée qui nécessitent quand même des connaissances en termes d'évolution de métier. Toutefois, ce que je tiens à vous préciser avant de poser quelques questions concernant les métiers, l'important c'est quand même de vous dire que vous avez la possibilité en contactant Cap Métier au 0800 940 166, au 0800 940 166, de pouvoir obtenir des informations complémentaires sur les formations, l'accès à ces formations, les lieux de formation, les dispositifs et éventuellement les possibilités de financement de ces formations. Donc, il y a des collaborateurs qui sont en ligne, qui attendent vos questions et vous pourrez d'ores et déjà les contacter et poser vos questions, soit en ligne sur le www.capmetier.fr ou sur le numéro que je vous ai dit à l'instant. Mais concernant Monsieur Meunier, là, vous avez parlé des différentes activités et tâches, mais quels sont les métiers qu'on retrouve dans tout ce que vous avez dit? En fait, on est sur des métiers qui, avec le temps, ont évolué dans le sens où ils ont intégré de nouvelles pratiques en termes de fonctionnement, enfin ce que nous on appelle nouvelles pratiques, ce que mon arrière-grand-père aurait appelé du bon sens, ce qui n'est pas forcément la même chose. Mais aujourd'hui, on a réintégré, si vous voulez, une préoccupation et une perception de la nécessité de faire perdurer ce qui est l'outil de travail des agriculteurs et ce qui nous nourrit. La terre-mère, tout à l'heure vous parlez du logiciel Gaïa, Gaïa c'est la terre, ni plus ni moins. Et à un moment donné, c'est ça l'idée, c'est que on a intégré ces fonctionnements. Donc aujourd'hui, on a par exemple des conducteurs de tracteurs qui sont formés à la réutilisation des outils que mon grand-père utilisait sur sa propriété, des outils mécaniques qui lui permettaient de désherber parce qu'à l'époque, ça coûtait trop cher d'utiliser et d'acheter des produits phytosanitaires. Donc, ils utilisaient des outils mécaniques qui permettaient de désherber, qui permettaient d'arracher l'herbe, qui permettaient de faucher. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve à devoir réintégrer d'anciennes pratiques qui deviennent nouvelles pour la nouvelle génération, mais qui ferait sourire et qui ferait rire mon grand-père, et qui sont intégrés là-dessus. Après, en termes de métier, je voyais une question de Nathan Zerbib là, sur ce sujet-là. Oui, il y a des métiers à part entière, mais ils ne sont pas directement liés à l'agriculture, à ce que moi je connais la production agricole. Ils sont plus liés à l'agriculture, à la prise en compte de la protection de l'environnement, ce qui n'est pas forcément la même chose, même si les deux, à un moment donné, sont liés. On est sur des ingénieurs qualité, des ingénieurs environnement, des techniciens
de protection des eaux et rivières, des gestionnaires eaux et rivières, des gestionnaires eaux et forêts. On est sur des métiers qui sont pas directement liés à l'activité de production agricole et à l'agriculture, mais qui sont plus liés à l'environnement. Et en fait, la difficulté, et c'est là où on est toujours on a toujours une petite dichotomie, hein, une petite problématique, c'est que dans l'esprit du grand public, l'agriculture, c'est aussi l'environnement. Ça l'est, mais pas complètement. C'est à la fois tout et c'est à la fois rien. C'est à la fois dedans et dehors. L'environnement fait partie de l'agriculture, mais l'agriculture n'est pas l'environnement. Là, on est donc sur des métiers agricoles tels que les producteurs agricoles, les conducteurs d'engins, les tractoristes, les agents de production de biodiversité également, mais on est aussi sur les métiers de la production, de la sylviculture, les métiers de la forêt, les métiers du bois, les métiers de la gestion de la forêt également, les métiers de la gestion de l'eau également font partie de ces secteurs-là. Donc, ça sous-entend que pour Nathan, il y a beaucoup de métiers qui sont indirectement liés au développement durable, mais qui concourent au développement durable. Ouais, et après, vous avez tous les métiers qui sont ouverts sur des niveaux BTS ou des niveaux ingénieurs dans le cadre soit des bassins versants pour les rivières, par exemple, soit dans le cadre des conservatoires ou des parcs naturels. Vous avez tous les parcs naturels de France, et de mémoire, on en a 3 en Gironde, on en a 10 ou 12 sur la région Nouvelle-Aquitaine, dans lesquels, justement, il y a tout un travail qui est fait pour à la fois la protection, la conservation de la faune, la réimplantation d'activités humaines dans le cadre d'un respect de la faune. Le plus près de Bordeaux, par exemple, de chez nous, c'est le conservatoire déjà, là, sur la zone des Désines et Blanquefort, où dans la zone des marais, il y a une agriculture qui existe, qui essaye de s'orienter de plus en plus dans le bio, mais qui est là aussi pour maintenir et pour protéger les sols et l'environnement et éviter le bétonnage, par exemple. Visiblement, c'est un secteur d'activité, le développement durable, qui suscite énormément de questions. Par exemple, là, j'ai une question, c'est quel va être l'impact du Covid sur le développement durable et sur la pollution? On se rappelle dans 10 ans? Il y en avait une vidéo dessus sur les impôts que l'on paye étant prélevés pour subvenir à des frais de dépollution. Oui, uniquement en général, c'est toujours le producteur qui doit payer, qui est responsable de la pollution. Cependant, lorsqu'il y a des entreprises qui font faillite, c'est l'ADEME qui vient subvenir à ces besoins-là. Et donc, indirectement, oui, on a des impôts qui servent à payer des travaux de dépollution, mais c'est plus des travaux de mise en sécurité. Ils ne vont pas venir dépolluer complètement un site, mais venir gérer le risque minimum pour éviter une surpollution. Moi, j'ai une question. On a entendu les 2 témoignages sur les 2 secteurs d'activité. Pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient accéder à l'un ou l'autre de ces métiers, qu'est-ce qu'il leur faut en termes de qualité, en termes de prédisposition ou de prérequis? Rien. Non, moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, nous, on cherche surtout des personnes intéressées par le métier. Et une fois qu'on est intéressé par le métier, nous, on forme les gens vraiment au métier. Donc, on veut vraiment des personnes intéressées, motivées par ce qu'elles sont. Et une fois qu'elles sont curieuses, intéressées et volontaires pour faire avancer les choses. Et donc, si on en revient au développement durable, si elles se posent des questions et qu'elles veulent faire avancer les choses là-dedans, c'est tout ce qu'il faut. Le métier, après, il s'apprend sur le tard. C'est pour ça que je ne disais rien, parce qu'en fait, le présupposé, c'est d'être là et de montrer que on a envie, point. Après le reste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut former tout le monde à n'importe quoi dès l'instant où tout le monde a décidé d'être formé à n'importe quoi. Donc, dès l'instant où la personne a la motivation de vouloir rentrer dans le secteur d'activité, même sans compétences, même sans formation, on sait qu'on peut la faire progresser. Dès l'instant où il y a une ouverture justement sur le monde et ce qui se passe, les modifications, les changements, automatiquement, on sait que la personne est en mouvement. Dès l'instant où les gens sont en mouvement, on peut les aider et les faire avancer. La difficulté, c'est le monolithe en granit qui est quasiment impossible pour nous à bouger. Y a-t-il encore de l'amiante en France ou en Gironde? C'est une question posée par Sonia. De l'amiante, il y en a partout, dans tous les bâtiments, toutes les écoles, il y en a, oui, de l'amiante, il y en a partout, il y en aura partout, tout le temps. La dangerosité, c'est la fibre, c'est les poussières. Après, de l'amiante, il y en a dans tout, on ne s'en débarrassera pas avant de nombreuses années. On a une question qui est intéressante parce que je vous l'avais déjà posée, c'est sur la dépollution des mers.
Dépollution des mers, si on parle de microplastiques, etc., non, nous, c'est pas notre domaine d'activité. On est vraiment dans la dépollution des sols et des nappes phréatiques. On intervient uniquement pour ramasser, on est en contrat cadre avec des organismes pour venir faire la récupération de déchets qui se seraient échoués sur les côtes. Donc, on ne fait pas de la dépollution en mer, mais de la dépollution en urgence sur des accidents en mer. Je vous rappelle que l'Agence France pour la biodiversité est ainsi dédiée au métier de la biodiversité qui permet de s'informer sur les métiers, les tendances, les perspectives, les formations et ils ont aussi un moteur de recherche qui vous permet d'avoir des éléments d'information complémentaires sur ces métiers. Alors, il est intéressant de souligner que les métiers d'hier, qui sont aussi des métiers de demain, en termes de normes, vont devoir se sont déjà pliés aux nouvelles normes pour pouvoir répondre aux injonctions du développement durable dans le cadre du pacte écologique. Alors, plateforme téléphonique, 4 métiers, 0800 940 166. Ça, c'est notre plateforme 0800 940 166 qui vous permet de contacter les conseillers à l'information de 4 métiers qui pourront vous répondre en termes de formation, de métiers, de dispositifs, de formation et bien entendu qui vous relaie bien entendu aussi vers les bons acteurs de l'accompagnement, que ce soit les CIO, les missions locales, les pôles emploi, les APEC ou les CAP emploi selon les différents statuts des participants. En tout cas, c'était un très bon échange. On va peut-être répondre à la dernière question de Sonia avant de... Oui, il y a un développement durable pour les forêts. Il suffit de regarder quand vous achetez un petit carton ou du papier, vous avez dans un coin un petit logo avec PFC. C'est la norme justement qui prévoit que le bois qui a été utilisé soit pour faire votre cagette, soit pour faire votre carton, soit pour faire votre papier, est issu d'une forêt qui est gérée durablement. À savoir que quand on arrache un arbre, on replante pour ne pas faire pleurer les fixes. Alors, pour les jeunes que ça intéresse, pour tout le monde, sachez qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a l'Agence régionale d'évaluation de l'environnement et du climat qui vous permet de mieux comprendre la politique de la transition énergétique, la notion d'économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine. Allez, n'hésitez pas à aller sur le www.energie.arec Nouvelle-Aquitaine, AREC, qui est un portail dédié à la région Nouvelle-Aquitaine sur ces notions-là. Alors, nous vous remercions pour l'ensemble des questions qui ont été posées. Nous remercions également les deux intervenants, Benoît Baudard et Bruno Meunier. Sachez de toute façon qu'on reste à disposition au 0800 ou même par mail pour répondre à des compléments d'informations ou de questionnements. En tout cas, ce fut un réel plaisir de vous avoir et d'avoir un certain nombre de participants qui ont pu poser plein de questions. Et je vous en remercie et nous vous en remercions, 4 métiers, l'ensemble des partenaires de l'action Teams Up. Merci à vous.